Au bord de l'eau. Chapitre 2, page 89. Partie 16. Il appela incontinent un calabrin. File, scellez mon cheval. Présentement, nous allons d'abord attaquer le village de la famille Shi. Ensuite, nous prendrons la sous-préfecture de Yuanyin. Zhu et Yang Chen essayèrent à maintes et maintes reprises de le dissuader de son projet. Mais le moyen de faire céder Shenda. Sur le champ, il boucla son armure, sauta en selle, choisit quelques 150 petits drills, et dans un grand fracas de gongs et de tambours, tous descendirent de la montagne vers le village de la famille Shi. Or, Shi Jin était justement devant son manoir, en train de fourbir ses armes et de panser son cheval, quand un fermier vint lui annoncer ce qui se passait. Shi Jin écouta, rentra au manoir et fit battre les claquoirs. Aussitôt, tous les paysans du village, tant devant que derrière le domaine, tant à l'est qu'à l'ouest, coururent au signal prendre leurs épieux et leurs bâtons. Ils se réunirent 300 ou 400 hommes au total, et vinrent tous ensemble au manoir. Alors ils virent Shi Jin, coiffé d'un turban plat, sanglé d'une cuirasse vermillon, vêtu d'un pourpoint de brocart bleu, chaussé de bottes vert foncé, les reins serrés par une ceinture de cuir à 6 baissières, des animes de fer lui protégeaient la poitrine et le dos, armé d'un arc et d'un carquois à la main, une guisarme à 3 pointes, 2 lames, 4 trous et 8 anneaux. Un serviteur amena par la bride son alezane couleur de braise. Shi Jin se mit en selle, brandit son arme, et 30 ou 40 solides gaillards se rangèrent en bon ordre devant lui, tandis que 80 ou 90 croquants formaient les rangs derrière lui, suivis de toute la foule de paysans du village des Shi. Tous poussèrent des clameurs et se dirigèrent d'une traite jusqu'au débouché de la route au nord du village. Cependant, Shenda, le brigand du Petit Mont Fleuri, à la tête de ses troupes, dévalait les pentes de sa montagne. Arrivé dans la vallée, il fit déployer ses calabrins, et Shi Jin aperçut Shenda, le tigre sauteur de ravin. Le chef, orné d'une coiffe nakarate à sommet concave, bardé d'un corselet de fer poli à nielle d'or, vêtu d'un pourpoint ouaté rouge, chaussé de bottes à bout relevé, la taille serrée par une cordelière à bourseron longue de 7 pieds, il montait un destrier à robe de neige et haute tête, et tenait à la main, obliquement, un plaçon d'acier poli long de 18 pieds. Les drills qui l'accompagnaient saisirent l'occasion de pousser des clameurs, et les deux chefs, à cheval, se trouvèrent face à face. Du haut de sa monture, le tigre sauteur de ravin toisa Shi Jin, puis s'inclina sur sa selle. Il le salua courtoisement, mais Shi Jin cria: « Bande de gueux criminels et voleurs, incendiaires et pillards! Le ciel n'est pas assez vaste pour couvrir vos crimes. Et ce que vous méritez tous, c'est la mort. Tu as des oreilles, je pense, m'entends-tu? Tu as bien de la témérité de venir ici inconsidérément, car c'est courir à ta perte. » Sans descendre de cheval, Shenda répondit: « Dans notre repère de montagne, nous manquons de vivres. Je désire aller à la sous-préfecture de Yuanyin faire emprunt de provisions. Comme je dois traverser votre domaine, je sollicite simplement le droit de passage. Soyez assurés qu'on ne toucherait pas un brin d'herbe de vos terres. Veuillez me laisser passer, au retour je ne manquerai pas de vous remercier comme il convient. » « Baliverne, rétorqua Shi Jin, je fais ici office de protecteur, et j'avais justement l'intention d'aller capturer la bande de brigands que vous êtes.
Aujourd'hui, vous me faites la surprise de passer par mon village et vous imaginez qu'au lieu de vous attraper, je vais vous laisser tout bonnement traverser? Si le magistrat de la sous-préfecture l'apprenait, c'est moi qui aurais des ennuis, à coup sûr. Comme on dit, entre les quatre mers, tous les hommes sont frères. De grâce, laissez-moi un passage. À quoi riment ces sornettes? Même si pour ma part je disais oui, j'en connais une qui dirait non. Demande-lui donc, si tu as son accord, tu pourras passer. Messire, à qui m'adresserai-je? À cette guisarme que j'ai à la main. Demande, et vois si tu passeras. Shenda, furieux, s'écria: On peut harceler les gens, mais non les pousser à bout. Maintenant, tu as suffisamment fait le fendant. Shijin, rendu à son tour furieux par l'insulte, s'arc-boulta en selle, se mit à faire des moulinets avec son arme et attaqua le tigre sauteur de ravin. Celui-ci lança son cheval, brandit son plaçon et galopa vers son adversaire. Les chevaux se mêlèrent et après un combat prolongé, Shijin fit mine de battre en retraite et de laisser Shenda le frapper d'estoc en plein cœur. Mais au même instant, d'un coup de rein, il se déjeta sur le côté et Shenda, emporté par son élan, vit littéralement avec son arme choir sur la poitrine de Shijin. Le dragon bleu, dont les bras étaient longs et agiles comme ceux d'un singe et la taille souple comme celle d'un loup, n'eut alors qu'à pivoter légèrement pour empoigner Shenda d'un coup afin de le cueillir tout doucement et le tirer hors de sa selle à incrustation de nacre. Il le saisit tranquillement par la ceinture et, d'une simple poussée, lui fit vider les arçons, pendant que le cheval du vaincu prenait seul la fuite, vif comme le vent. Shijin cria à ses gens de s'emparer de Shenda et de le ligoter. Les paysans n'eurent qu'à courir su à l'armée des drills pour les mettre en fuite. Shijin retourna au manoir, attacha le tigre sauteur de ravin au pilier central de sa grande salle, en attendant de capturer les deux autres chefs pour les livrer tous ensemble à la justice et réclamer la prime promise. Il fit servir du vin à ses hommes, avant de les renvoyer provisoirement chez eux. Tous chantaient ses louanges. Ce n'est pas en vain que Messire Shi a une telle réputation de bravoure. Laissons là cette foule joyeuse et buveuse. Et nous, occupons-nous de Shiwu et Yang Chun. Tous deux étaient alors au repère des brigands. Fort perplexes, ils se demandaient ce qui pouvait bien se passer. Ils avaient envoyé des petits drills aux nouvelles. Or, que vinrent-ils revenir? Des vaincus menant par la bride un cheval sans cavalier, arrivant au pas de course au repère, et criant: Malheur, le grand frère Shen n'a pas voulu écouter ses aînés, et il a perdu la vie. Zhou demanda ce qui s'était produit. Les drills narrèrent par le menu les péripéties du combat et conclurent. Mais aussi, comment résister à un homme de la trempe de Shijin? Il n'a pas voulu m'entendre, dit le génial tacticien. La catastrophe est arrivée comme je l'avais prévu. Eh bien, proposa Yang Chun, allons-y tous et livrons un combat à mort, d'accord? Impossible également, soupira Zhou. Si lui, le tigre sauteur de ravin, s'est fait battre, comment peux-tu espérer le vaincre? J'aurais bien encore un plan de détresse. Si alors nous ne réussissons pas, nous n'aurons plus qu'à mourir tous les deux. Plan de détresse? Que veux-tu dire? Zhou chuchota à l'oreille. La seule chose à faire, et pas autrement. Excellente tactique, dit Yang Chun. Je pars avec toi, l'affaire ne souffre pas de retard. Revenons à Shijin, au manoir. Sa fureur n'était pas encore calmée, quand il vit venir à toutes jambes un paysan qui lui annonça: Zhou et Yang Chun descendent à leur tour du repère des montagnes. Ces canailles mourront ensemble, lança Shijin. Je vais d'un coup les livrer tous à la justice. Vite, amenez mon cheval.
Il fit aussitôt battre les claquoires d'alarme et tous les paysans arrivèrent immédiatement. Le dragon bleu sauta en selle et au moment précis où il franchissait la porte du manoir, il vit arriver au même endroit Zhou et Yangcheng, à pied. Tous deux se mirent à genoux devant lui. 4 traînées de larmes coulaient sur leurs faces de fourbes. Shijin mit pied à terre et leur cria: « Et les deux agenouillés, qu'avez-vous à dire ?»